Il y a longtemps que je voulais un bateau. Et après le service militaire, je me suis dit, bon, ben, c'est le moment ou jamais, je n'ai pas d'engagement, je vais me marier bientôt, ce serait bien d'avoir un bateau, on va faire une petite croisière, un voyage de noces et tout ça. Je pensais acheter un bateau d'occasion. Donc j'ai feuilleté les annonceurs, etc. Et j'étais un petit peu déçu parce que avec mes moyens, c'était un bateau court, ou alors un bateau assez grand, mais un peu à l'état d'épave, et donc avec beaucoup de travaux à la clé, etc. Et puis finalement, je me dis, tiens, ben, si j'en faisais un, ce serait peut-être moins cher. Et j'avais pensé enfin, le faire de différentes façons, puis j'en ai parlé avec un constructeur de bateaux. Et en blaguant, je lui ai demandé alors, quand est-ce que vous faites mon bateau? Donc il m'a dit, bah, t'as qu'à le faire toi-même, le chantier est là, je te mets à ta disposition, fais le bateau, puis c'est bon. Et donc c'est parti comme ça. Mais une fois la maquette, j'ai dit, bon, ben, voilà, il faut continuer à faire. Et donc tracer les courbes, les coupes dans un sens, les coupes dans l'autre, enfin il y a tout un tracé pour avoir la forme des membrures. Et on a réussi à arriver jusqu'au bout, le pont était étanche, tout s'est bien passé. Et après, donc, en 71, il y a eu la mise à l'eau donc, du bateau avec tous les frères, les sœurs, toute la famille, les amis. Là, c'était une grande ambiance pour mettre le bateau à descendre à marée basse jusqu'en bas sur des glissières. Et après, la mer est montée, montée, montée. Donc, on espérait que le bateau il se redresse, ce qui s'est passé correctement. Et après, le bateau a commencé sa belle vie de Morvac. Ben, c'était plus long que prévu. Mais disons, si j'avais été conscient du temps que ça prenait, je l'aurais jamais fait. Il faut toujours un petit peu un peu d'inconscience pour faire un truc comme ça. Il faut de l'inconscience et de la persévérance, quoi, parce que c'est long, il y a beaucoup de boulot. Et puis bon, ben, les années ont passé, les enfants ont grandi, toutes sortes de choses, on a croisé des baleines, des dauphins, enfin, etc. Donc c'est un petit peu magique. Alex a frappé la Bretagne cette nuit, d'abord par le sud, puis en remontant vers le nord. Elle tournicote au-dessus de la Bretagne, là aussi des arbres arrachés dans le nord de la Bretagne et des voies ferroviaires coupées. On regarde les images commentées par Laurent Ben. Pour certains en Bretagne, ce fut une nuit de record. Des vents à 186 km/h à Belle-Île-en-Mer, par exemple, ou 157 relevés sur l'île de Groix. Le 2 octobre 2020, le bateau est encore au mouillage à l'entrée du port. Il y a eu un coup de vent de nord. C'est mon voisin qui m'a prévenu, il me dit « Oh là là, le bateau de ton frère, il est foutu, il est parti sur les cailloux. » Là, je me suis précipité, j'ai appelé Jean au téléphone, il n'était pas au courant parce qu'il était passé une demi-heure avant. Il y avait un bon clapot et au mouillage, ben, il donnait des coups de tête et il a fini par casser ses amarres. Et je dis « Viens vite à la pointe parce que ton bateau est il est parti à la côte. » Il a longé la digue, ceux qui étaient là ont essayé de le retenir. Ça a glissé entre leurs doigts et ils ont essayé tout ce qu'ils ont pu. Et le bateau est parti s'éventrer sur des enrochements. Et quand l'eau a commencé à rentrer dedans, ben là c'était avec les vagues, les paquets de mer dedans, ça montait de l'avant à l'arrière, ça poussait les cloisons. Et les voiles qui étaient à l'avant dans des sacs ont été aspirées par un trou qui était à l'avant. Les voiles sont sorties du sac, les sacs sont sortis du bateau. On est allés ensemble, mais là on ne pouvait plus rien faire, le bateau était déjà sur les cailloux. Il tapait sur les cailloux, là, ça faisait peur, ça faisait mal. On avait aussi mal que lui. Et puis le bateau, ben, il a coulé sur place. Et puis à marée basse, on est allé voir, c'était la désolation. Ouais, c'était vraiment un choc, quoi. Après la tempête, là, du coup, c'était calme. Mais de voir ce bateau comme ça, c'était juste surréaliste. Le camarade pleurait, le bateau, il pleuvait. C'était une catastrophe, il n'y a pas d'autre mot. Et là, il y a eu une réaction assez rapide des personnels du port. Il y avait un grutier qui pouvait intervenir. Les équipes du port et de l'écouteur qui s'occupaient du grutage étaient vraiment super parce qu'ils ont
Voilà, ça leur a pris facilement plus de 2 heures. Et c'était en limite de portage de grue, etc. Enfin, c'était vraiment quelque chose de délicat. Quand la grue l'a soulevé, on l'entendait gémir. C'était impressionnant, c'était émouvant. Quand il est ressorti de l'eau, c'était vachement courageux et c'était fatal parce que s'il y avait une marée de plus, c'était fichu complètement. Et ils l'ont posé vers 1h du matin sur le flanc, c'était percé de partout, enfin c'était vraiment... Voilà, à l'intérieur il y avait tout, quoi. Il y avait du sable, des araignées de mer, de l'huile qui avait giclé de partout, enfin c'était un gros désastre. Beaucoup de gens sont venus nous voir et nous ont dit vous pouvez pas laisser le bateau comme ça. Voilà. Il y avait des gens qui étaient vraiment en état de choc aussi, des gens qui étaient émus. On dit il faut vraiment que vous fassiez quelque chose et même le soir même, on voyait bien qu'il y avait des gens pour qui c'était important. Ça faisait partie du paysage, mais on s'en rendait pas compte parce que tous les ans on mettait le bateau au même endroit pour hiverner. Et on voyait les photographes, les peintres, etc. Qui avaient l'air intéressés par ce premier plan, là, parce que derrière il y avait la chapelle, les châteaux volants, et le port et tout ça, mais à premier plan, là, c'était bien. Et donc on a rapidement posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Nous tout seuls on ne peut pas. Et donc je me dis, non, je vais pas le refaire, c'est vraiment du gros boulot. c'était pas possible que le bateau reste... il était vraiment moribond, il était malade, il était blessé. On s'est dit, challenge, ok, on tente. Dès le lendemain, on s'est mis dans l'action. On avait besoin, je pense, d'être dans l'action et de crocher dedans. Donc on a passé toute la journée, on a déplacé plus de 2 tonnes en fait. On a tout vidé, tout. On s'est dit de toute façon, il faut qu'on sauve ce qu'on peut sauver. Et donc on a consulté des charpentiers qui sont venus voir, etc., nous demander des devis pour voir jusqu'où ça allait. Et là, du coup, on s'est dit, ok, on va monter une asso pour pouvoir faire la collecte de fonds. Donc on a pu sélectionner un charpentier, mais après il fallait qu'il mette ça dans son calendrier. Et on a trouvé un charpentier qui voulait bien venir le faire à Camaret. Mais c'était formidable pour nous que la mairie mette à disposition l'ancien chantier maritime qui était juste à côté de la Tour Auban. Enfin, c'était juste magique d'avoir cet endroit où les gens passent, qui est beau, qui pour nous était très à proximité aussi. Donc du coup, le premier été, on s'est dit, faut que, comme le bateau est encore en gare, on va le faire visiter, on va faire des marchés. On avait des dons qui avaient été faits en nature pour des vareuses, des tasses, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas, c'est une bonne idée pour promouvoir le projet et puis rentrer un peu d'argent et rendre présent et crédible tout ça. On a aussi Luc qui nous a offert un livre qui pouvait être vendu du coup pour alimenter aussi la proposition. Et on a refait des éditions du livre qui avait été édité juste avant le naufrage. J'ai réuni des textes et puis des photos pour Internet, pour expliquer ce qu'était le bateau et comment ça s'était passé. Et puis voilà, mais tout ça, s'est fait très naturellement parce que je le connaissais. J'avais fait ce petit livre avec Jean juste avant. Il y a une jeune artiste aussi qui adore le bateau, qui nous a offert en fait elle a fait un dessin du Morvac qu'elle a fait en sérigraphie, donc on a vendu des posters en sérigraphie, donc des pièces uniques et tout, c'était vraiment chouette. Il y a une telle débauche d'énergie, enfin j'ai suivi ça sur Internet de loin en loin, mais il y a eu un tel... Enfin, je sais pas comment ils ont fait. Une autre chose aussi qu'on n'a pas dit pour lancer la campagne, qui était toute une aventure, c'était de faire le teaser, qui était quand même une grosse étape aussi pour mettre bout à bout quelque chose qui soit à la fois pas larmoyant, parce que c'était pas l'idée, mais de quelque chose qui touche les cœurs quand même et qui explique pourquoi ce bateau, c'est pas un bateau qu'on a envie de laisser sur la grève pourrir. Et ça, c'était un chouette projet. Moi, j'ai adoré travailler avec Aurélie, qui s'est vraiment investie à fond avec Philippe Bossard, et ça donnait un super résultat. Je pense que on peut vraiment tirer un chapeau, parce que je pense que c'est vraiment une des raisons pour lesquelles on a aussi eu tous ces dons. En fait, j'ai été contacté par Gwenola qui m'a demandé mes services pour faire la musique et pour faire en sorte que il y ait presque une création au sein de le petit teaser. Et du coup, moi, je me suis mis un peu je me suis mis dans la peau du
du Morvac. Hein. Je me suis dit, je suis cassé, il va falloir repartir. Donc j'ai fait une musique assez, en fonction des images aussi, mais une musique assez triste au début, mais qui avait de l'espoir en même temps. Du coup, j'ai fait évoluer un thème vers quelque chose qui ça commence mineur et ça va terminer majeur. Donc ça m'a carrément donné envie de créer quelque chose d'assez triste au début, donc on est parti en si mineur. De janvier 2022, ils sont venus, ils ont commencé à travailler dessus, etc. Et puis alors là, ça a été triste parce que ils ont commencé par enlever le bois, quoi, qui était pourri. En gros, ils ont démoli le bateau, quoi. Mais pour la bonne cause, quoi. Puis pour retrouver les formes, etc. Il a été retapé, les membrures étaient en place. Et puis il y a eu une pause pendant l'été. Donc on a profité pour changer un petit peu ce qui était pour le rafraîchir, refaire les joints de pont, et tout ça. Donc la pause de l'été des charpentiers fait que nous on a pu attaquer d'autres étapes. Donc on y a passé une bonne partie de l'été, des gens qui nous donnaient un coup de main, et des fois des choses très ingrates, hein. Des fois c'était juste du nettoyage, du ponçage, revoir toute la peinture qui avait caillé, des parties accessibles aussi du bateau qu'on n'avait jamais eu accessibles finalement, puisque du coup elles n'étaient pas accessibles le reste du temps. Puis là il a fallu démonter des meubles, il a fallu démonter des parties du pont. Après même le roof, donc c'était pas prévu, c'était lourd. Donc ils sont revenus en septembre pour finir la coque. Disons, la partie qui a été cassée, le côté qui a été cassé était refait en entier, et les bordures, le plat-bord a été refait aussi. Je suis arrivée, en fait la coque était quasi finie, mais le menuisier s'arrêtait là. Donc après moi j'ai plutôt fait les cloisons à l'intérieur du bateau. Après, j'ai refait tout le pont, donc j'ai changé les lattes du pont. Après, j'ai passé une machine pour refaire tous les joints. Après, j'ai fait plein de petites pièces en atelier qui manquaient. J'ai monté le toit du roof, j'ai refait des pièces du roof avec Jean. Et puis là, le mât. Et tout récemment, après, on l'a vu, il a été repeint en gris, des sous-couches en gris. Après, il y a eu la peinture verte, la peinture blanche. Le pont qui reprend tournure, l'îloir, le toit du roof. Là, on commençait à respirer. Là, hier, ces jours-ci, l'anti-fouling. Et là, on sent que c'est un bateau neuf. Là, il est reparti pour 50 ans. Maintenant, on arrive au bout, parce que mardi, en principe, on le met à l'eau. Il faisait super mauvais ce jour-là. C'était vraiment la misère. Il y avait énormément de vent. On a sorti le bateau, on a sorti les mâts. Puis il y a eu la pause méridienne, on ne savait pas trop comment ça allait évoluer. Et finalement, il y a eu le cutter qui a dit je le sors pas, quoi. Je le mets pas là à l'eau, c'est débile. Je l'ai sorti du naufrage, hein. C'est pas pour qu'il y ait des problèmes à la mise à l'eau. Donc on va annuler la mise à l'eau. Je vais le mettre à l'eau avec la grue plus tard, quand les conditions sont favorables. On était un peu déçus. On a quand même fait des matages, en se disant voilà, on va quand même jusqu'au bout, on va faire les matages et tout ça, donc sous la flotte, machin. Voilà, ça s'est très bien passé. L'entreprise était vraiment extrêmement performante là-dessus, donc c'était super, parce que c'est toujours un moment délicat, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est des grandes pièces de bois qu'il faut tenir à la verticale et mettre comme en bicboclé au bout de la grue, juste pile poil, et que ça tombe au fond parfaitement à l'endroit où il faut, donc c'est quand même pas rien. Et donc on finit le matage, on finit tout ça, et puis il était déjà 4 heures d'après-midi, tous trempés comme des soupes. On s'est dit voilà, on verra bien quand se fera la mise à l'eau. Et là, au joie, le vent avait un peu baissé, la marée est joint, etc. Et le cutter nous dit c'est bon, je fais la mise à l'eau maintenant. Il y a quand même eu plus de 300 contributeurs. Il y a plein d'aides qui ont été faites d'une façon ou d'une autre, et c'était un soutien incroyable, parce que dans cette aventure-là, c'est aussi une guerre d'usure. C'est tenir sur la durée sans lâcher.
ça aussi l'aventure de toute cette histoire, c'est qu'il y a des gens qui connaissaient le bateau et qui étaient contents de s'investir, des cousins, des amis, qui se sont dit bah tiens là j'ai mon samedi dispo, ou tiens j'ai ce temps-là. Mais il y a aussi des surprises de gens qui finalement ont découvert le bateau après et qui ont trouvé bien le projet, qui ont trouvé chouette le bateau et qui sont venus après en fait, qui se sont investis après.